Le 13 octobre 2023 sortait cette vidéo, l'épisode pilote d'une mystérieuse série d'animation. La vidéo a fait une vue, puis une deuxième vue, puis 434 millions de vues. Oui, 2 ans et demi plus tard, The Amazing Digital Circus est devenu un véritable phénomène. Il a complètement retourné l'internet mondial au point où le dernier épisode va être diffusé au cinéma dans des dizaines de pays différents. Mais d'ailleurs, est-ce que vous êtes bien prêts pour cet épisode final? On va vérifier ça dans cette vidéo qui va servir de synthèse sur tout ce qu'on sait de cette série. On va faire un condensé des points les plus importants à retenir dans chaque épisode, on va observer un maximum de détails cachés et de foreshadowing qu'il ne fallait pas rater, et on ne va pas s'arrêter là. Pour mieux comprendre cette série, on va creuser dans les inspirations de sa créatrice, on va parler des théories les plus cohérentes et on finira sur les principaux scénarios possibles pour le dernier épisode. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui on va analyser toute la série The Amazing Digital Circus avant l'arrivée de son grand final. Bon, si vous êtes tombé sur cette vidéo, j'imagine que vous connaissez la série et que vous avez certainement déjà poncé les 8 épisodes. Donc ici, pas de long résumé, on va faire court et efficace et on ne va s'attarder que sur le plus important. The Amazing Digital Circus, qui a un titre beaucoup trop long et qu'on va à partir de maintenant raccourcir en TADC, ça commence avec l'arrivée de ce petit personnage. Baptisée dans la foulée Pomni par Kane, le maître des lieux, elle dit être une humaine qui s'est retrouvée là après avoir enfilé un casque de réalité virtuelle. Elle a encore ses souvenirs d'humaine, mais ils sont incomplets puisqu'elle ne se souvient pas de son vrai nom par exemple. Heureusement pour elle et malheureusement pour eux, elle n'est pas la seule à avoir subi ce coup du sort. Avec Kinger, Ragata, Jax, Gangle et Zooble, au total, ils sont 6 à vivre ce même calvaire. Ce sont donc des personnages cartoon enfermés dans une sorte de jeu vidéo avec pour seule occupation les aventures que leur propose Kane, un perso déjanté qui ne semble pas vraiment comprendre la gravité de leur situation. Alors, quels éléments intéressants on avait déjà dans ce premier épisode? Eh bien, quand on sait tout ce qui va arriver par la suite, on se rend compte que cet épisode pilote, il annonçait déjà bien la couleur. Il introduisait chaque personnage en nous montrant clairement la dynamique de chacun sans nous révéler aucun détail sur leurs histoires personnelles. Celles-ci ne nous seront dévoilées que progressivement, de manière épisodique, pour que notre attachement à ces personnages soit de plus en plus fort. Mais la vraie réussite de ce premier épisode, c'est l'introduction de cet univers. Malgré la présentation survitaminée de Kane, malgré l'animation ultra cartoon et les décors colorés, on pouvait déjà ressentir le malaise profond qui régnait dans ce cirque. L'absence de Kofmo au générique, les bugs de collision entre les objets, la folie de Kinger présenté comme le personnage qui a passé le plus de temps dans le cirque. Les indices sont déjà nombreux et mon préféré c'est la chanson qui se répète sur une phrase bien précise. Comme les personnages ont l'air immortels, il était important aussi de fixer dès le début une menace un peu plus concrète que juste rester éternellement dans ce lieu. Et c'est pour ça qu'on assiste à une corruption. Kofmo n'est plus un joli personnage de cartoon, il est devenu un monstre informe qui fait bugger tout ce qu'il touche, et Kane n'a pas le choix que de l'enfermer à la cave, avec visiblement plusieurs autres corrompus. Cette sentence, elle change pas mal la donne pour la série. Ça fixe une sorte de compte à rebours pour nos héros. L'enjeu n'est plus seulement de savoir s'ils vont sortir ou pas, il y a aussi ce danger qui plane au-dessus de leur tête. Chaque seconde passée dans cet endroit les rapproche d'une potentielle corruption. Pour finir sur ce premier épisode, on a quelques détails intéressants à relever, notamment on pouvait déjà voir tous les anciens personnages qui sont passés dans le cirque grâce aux portes de leur chambre, même Scratch et Queenie dont on va reparler plus tard. Et le logo CNA était déjà montré de manière on ne peut plus claire. Pareil, on ne va pas s'attarder sur ce qu'est CNA pour l'instant, c'est ce qu'on peut appeler un foreshadowing, c'est-à-dire un détail qu'on nous met sous les yeux et qui ne prendra sens que plus tard dans l'histoire. Des foreshadowing, il y en a pas mal dans ce premier épisode et on va y revenir en temps voulu. On enchaîne donc directement sur l'épisode 2. Intitulé La ruée vers le sucre, il amène nos personnages dans une nouvelle map au décor gourmand avec pour mission de récupérer un camion-citerne de sirop d'érable volé par des bandits. A partir de là, on peut déjà comprendre la structure de la série. Chaque épisode va être organisé autour d'une nouvelle aventure. Enfin, cette structure, elle va peut-être un peu évoluer au fil de la série. L'intérêt principal de cet épisode 2, c'est de nous questionner sur le niveau de conscience des PNJ, des personnages non joueurs. On découvre Gummy Goo, un PNJ crocodile en bonbon qui va se retrouver nez à nez avec son modèle 3D inanimé. Dès lors qu'il réalise ce qu'il est vraiment, il fait une crise existentielle. J'ai trouvé ce concept vraiment intéressant, ça met en avant que dans cet univers, il n'y a peut-être pas tant de différence entre les joueurs et les non-joueurs. En termes d'humanité et de conscience en tout cas, ils ont l'air assez proches. Mais il faut aussi se rappeler de ce que dit Kane au début de l'épisode. J'essaye une nouvelle IA cette fois, ça devrait être 57 fois plus immersif. Peut-être que la conscience de Gummy Goo n'est finalement qu'une illusion très bien faite. Suffisamment crédible en tout cas pour que Pomni ait eu le temps de s'attacher à lui et qu'elle soit brisée mentalement quand Kane le supprime en un claquement de doigts. Attends, quoi? Attends, quoi? Heureusement, les funérailles de Kofmo rappelleront à Pomni que tout n'est pas perdu, elle reste entourée de vrais humains capables d'éprouver de vraies émotions. On a donc un plan qui fait écho au début de l'épisode où Pomni s'imaginait devenir corrompue et être abandonnée par les autres. Grâce aux funérailles de Kofmo, elle comprend qu'elle n'est pas seule dans sa situation et qu'elle a ici des nouveaux amis.
Pour les détails à souligner dans cet épisode 2, on a notamment Kinger qui passe par un moment de lucidité quand il a un seau sur la tête. Je me rappelle le temps que toi tu as pris pour t'adapter. Oh, ça me surprend que tu t'en rappelles. Une scène qui prendra tout son sens dans l'épisode suivant. Et l'autre détail à ne pas louper, c'est la micro-expression de Jax quand Ragatha parle de cérémonie d'hommage pour les corrompus. On peut clairement voir passer de la tristesse dans son visage, ce qui présuppose déjà que sa personnalité arrogante n'est qu'une façade. Pour ce qui est des autres foreshadowing, on va en découvrir certains dans l'épisode 3. Le mystère du manoir des Mildenhall. Une aventure d'horreur avec du sang, des morts et de la violence, un thème qu'on pouvait voir venir si on écoutait Ragatha dans l'épisode d'avant. Tu sais, peut-être qu'il y aura du sang, des morts et de la violence la prochaine fois. C'est à partir de cet épisode 3 qu'on va enfin en apprendre plus sur nos fameux personnages. À commencer par Zooble qui est restée avec Kane. On apprend qu'elle n'aime pas son apparence et qu'elle n'arrive pas à se choisir des membres qui lui correspondent. C'est clairement une illustration de la dysmorphophobie, un trouble que la créatrice de la série, Gooseworks, a probablement elle-même vécu, étant une femme transgenre. C'est le moment de remarquer d'ailleurs que d'un épisode à l'autre, Zooble n'a jamais complètement les mêmes membres. On la reconnaît toujours grâce à sa tête en triangle et son corps en haricot, mais pour le reste, ça change tout le temps. L'autre personnage qui se dévoile un peu plus, c'est Kinger. D'habitude, il passe pour être le plus cinglé de la bande, mais on découvre que dès qu'il est plongé dans l'obscurité, il retrouve une certaine clarté d'esprit et la mémoire lui revient. Voilà qui donne du sens à la scène de l'épisode précédent où Kinger a un seau sur la tête. Il se confie à Pomni et on apprend alors que sa femme était présente dans le cirque mais qu'elle a fini corrompue. Il a pu avoir un dernier contact avec elle dans cet état grâce là encore à l'obscurité de son abri en coussin. On comprend alors la réaction qu'il a eue face à ce monstre un peu plus tôt dans l'épisode. Tu es vraiment splendide, mon cœur. Il croit reconnaître sa femme à cause des nombreux yeux qui clignotent. Kinger donne ensuite d'autres détails sur sa femme, comme le fait qu'elle était passionnée d'entomologie et qu'elle lui a donc appris à aimer les insectes. Et oui, c'est un détail important puisque ça explique cette réaction dans l'épisode précédent. Ils ont même des insectes en bonbons. C'est si joli. Je rêve où quelqu'un a parlé d'une collection d'insectes. Maintenant, pour les détails à ne pas louper dans cet épisode 3, on en a plusieurs qui concernent Kane. Déjà, on a un premier indice que l'état mental de Kane a un impact direct sur le cirque. Dès que Zooble lui apprend que personne n'aime ses aventures, voilà ce qui se passe. Bon, dès l'épisode 1, on pouvait deviner que Kane était une IA, mais là on comprend que toute la stabilité du cirque dépend directement de son existence. Et l'autre info qu'on a sur Kane, c'est que c'est un petit menteur, puisque dans l'épisode 1, il disait « L'une des rares choses que je ne contrôle pas, c'est vos esprits. » Alors qu'à ce moment-là, je suis pas sûr que Pomni soit dans son état normal. Et bon, dans les épisodes suivants, on aura plusieurs autres preuves que Kane peut complètement altérer l'esprit des personnages. On en a fini avec cet épisode, mais il y a une dernière phrase de Kinger qui est intéressante à relever. On a atterri ici à cause de moi, n'est-ce pas? Alors peut-être qu'il parle juste du sous-sol dans l'aventure du manoir, mais peut-être qu'il parle d'autre chose. Voyons maintenant l'épisode 4. Mascarade au fast-food, un épisode qui envoie nos personnages dans un fast-food du coup. Une aventure des plus normales qui a été proposée par Gangle. Et c'est bien sûr sur elle qu'on va en apprendre plus dans cet épisode. Déjà, elle a réellement été manager d'un fast-food dans sa vie en dehors du cirque. On imagine donc qu'à travers cette aventure, elle reproduit ce qu'elle a vécu. Ça permet de mettre en avant le traitement parfois inhumain des employés dans ce genre de boulot. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le développement de Gangle, c'est qu'on va mieux comprendre le fonctionnement de ces masques. Depuis le début de la série, on a l'impression que les masques définissent la personnalité de Gangle. Dans cet épisode, c'est comme si elle était carrément devenue quelqu'un d'autre juste en arborant un nouveau masque de comédie. Mais comme pour Zooble et ses pièces détachées, ces masques ne sont que le reflet de la psychologie profonde du personnage. À la fin de l'épisode 4, Gangle ne veut plus porter son masque de comédie. Elle le retire et on la voit sourire avec son masque de tragédie. On comprend ainsi que les masques de Gangle ne changent pas réellement sa personnalité. Ils ne sont qu'une façade, un véritable masque social qui lui permet de cacher ses vraies émotions pour mieux s'intégrer. Et ça, c'est un comportement social qui existe vraiment. On l'appelle justement le masking et ça permet aux personnes autistes de dissimuler leurs traits autistiques en public. À part ça, y a pas grand chose d'autre à souligner dans cet épisode, si ce n'est que Gangle se fait renverser par un camion avant d'atterrir dans le bureau de Kane, c'est un détail qui aura sûrement une importance plus tard. Et la sauce débile qui met Ragatha dans un état second nous confirme que Kane peut facilement altérer l'état mental et la perception des joueurs. On passe à l'épisode 5, intitulé sans titre puisque les personnages ne vont pas traverser une aventure mais toute celle de la boîte à idées. Cet épisode 5, c'est celui où on se décide enfin à nous en dire plus sur un peu tous les personnages. Dans l'ordre, on apprend que Zooble a bossé dans un bar et qu'elle a été aussi tatoueuse. Pomni a 25 ans et elle était comptable dans une chaîne de supermarchés. À côté de ça, elle faisait de l'urbex et c'est d'ailleurs pendant l'une de ses visites qu'elle est tombée sur le fameux casque qu'il a envoyé dans le cirque. Gangle a fait un BTS en design graphique avant de bosser dans un fast-food. Ragatha vient d'une famille aisée et elle semble avoir eu une mère clairement abusive. Elle vivait dans une sorte de grande ferme avec des animaux, ce qui explique au passage ce petit foreshadowing. Oh, mes chevaux me manquent. Enfin, pour Jax, on apprend juste qu'il a peur du maïs.
Bon, en vrai, on a d'autres petits indices sur lui, mais ça ne se confirmera que plus tard. Dans cet épisode 5, on a aussi une certaine entr'acte. Alors, à première vue, ça n'est qu'une séquence psychédélique, un délire d'animation pour le fun, mais quand on connaît l'esprit de la série, on se doute que cette séquence est remplie de détails cachés. Là aussi, on y reviendra plus tard. On avance à l'épisode 6, un épisode dans lequel, comme son nom l'indique, tout le monde a des flingues. Kane commence à désespérer de faire des aventures qui ne plaisent jamais à la bande et il les laisse alors se mettre en binôme pour juste qu'ils se tirent dessus. Cet épisode développe un peu plus la psychologie de Ragatha. Elle essaye toujours d'être présente pour tout le monde, trahissant une certaine peur d'être rejetée. Kinger la rassure et lui parle de ses regrets personnels, un petit foreshadowing pour la suite. Mais cet épisode 6, il met surtout le focus sur un personnage dont on ne sait pas grand chose jusqu'ici, Jax. Pomni essaye de le confronter sur ses émotions sincères, mais rien n'y fait, Jax prend la fuite en passant soit par l'humour, soit par une soi-disant méchanceté. J'inflige de la souffrance pour me marrer. On voit aussi que le sujet de la corruption le fait partir au quart de tour. Mais bref, il fait tout pour ne jamais montrer ses vraies émotions, et après cette confrontation avec Pomni, il commence à craquer mentalement. À ce stade-là de la série, on a presque tous les éléments pour vraiment comprendre ce personnage, mais ça ne va se confirmer que dans l'épisode suivant. Pour les quelques détails à ne pas louper, tant qu'on est sur Jax, on remarque que c'est le premier épisode où il a une queue. On peut supposer qu'il a demandé à Kane de lui en rajouter une après l'épisode 5 où il se rendait compte qu'il n'en avait pas. Un autre détail intéressant dans cet épisode 6, c'est l'inscription Kane et Abel sur le pistolet de Pomni. Ça serait donc ça la signification de CNA. Un détail à garder dans un coin de sa tête aussi, c'est le papillon que Kinger fait apparaître pour restaurer une vie à Ragatha. Il vient simplement de prouver qu'il a des pouvoirs dans ce monde numérique, c'est pas anodin. Enfin, cet épisode contient une scène post-générique dans laquelle Kane regarde qui a voté pour lui. Quand il réalise qu'il n'a aucun vote, il a un bug et ses yeux passent subtilement en rouge et bleu. Un petit foreshadowing intéressant. On arrive à l'épisode 7. Intitulé Tous à la plage, c'est le premier épisode où Kane n'a visiblement pas préparé d'aventure. Il envoie donc tous les personnages à la plage. On a deux principaux événements dans cet épisode. Le premier, c'est le moment où Jax part s'isoler dans sa chambre. On le voit retourner une photo et c'est maintenant très clair, Jax était ami avec Kofmo et cette grenouille avant qu'ils ne soient tous deux corrompus. Déjà, ça explique ce moment dans l'épisode 5. Tu as des vrais amis? Non, plus maintenant. Et ça explique aussi pourquoi, à la fin de la fameuse entr'acte, Jax s'arrête devant la porte de la grenouille, qui s'appelle Ribbit au passage. Mais cette petite photo, elle nous fait surtout pleinement comprendre la psychologie de Jax. Comme il a perdu des êtres chers, on peut imaginer qu'il repousse les autres par peur de s'attacher à eux avec le risque de les perdre. Ça remet en perspective toutes les scènes précédentes et ça donne enfin une vraie profondeur au personnage. On reprend la suite, Jax se met à avoir des visions étranges dans lesquelles on devine les têtes de Kofmo et Ribbit. On comprend à ses yeux qu'il est sur le point de se corrompre, mais il est interrompu par le deuxième événement principal de cet épisode, l'apparition d'un nouveau personnage, Abel. Enfin nouveau, on nous l'avait déjà teasé à la fin de l'épisode 5, et pour les plus observateurs, on pouvait le voir à plusieurs autres moments. Abel prétend avoir un moyen de sortir du cirque, mais vous avez vu l'épisode, vous savez que tout ça n'est à la fin qu'un énième prank de Kane. Et si certains avaient un doute sur le fait que Kane avait vraiment tout prévu, on a un indice subtil qui le confirme à ce moment-là. Sur les recherches qu'Abel a soi-disant fait, on peut voir dans ce coin-là une petite abeille qui a été dessinée puis rayée. C'est forcément un dessin de Kane puisque depuis le début de la série, on voit qu'il dessine des abeilles tout le temps. Bon, même si tout ça n'est qu'un prank, il y a quand même pas mal de détails intéressants à observer dans cet épisode. Quand Pomni distribue les clés administrateurs à chaque joueur, on peut voir que Kinger semble en avoir déjà une de cachée dans ses coussins. Ensuite, quand Abel apprend aux autres que les cubes ont des collisions buggées, c'était déjà montré au début de l'épisode 2. Après, on a ce craquage de Jax qui laisse entrevoir des souvenirs d'une route la nuit. Ça laisse penser qu'il a eu un accident ou peut-être même qu'il a renversé quelqu'un. On aura certainement les réponses à ce sujet dans l'épisode final. Contrairement à la volonté de tous les autres joueurs de sortir du cirque en appuyant sur le bouton bleu, Jax presse le bouton rouge. Un choix qui cache quelque chose. Et là, faut que je vous remette un plan de l'épisode précédent avec Jax et Pomni sur des fonds colorés, j'ai bien envie de penser que c'était un petit foreshadowing sur le choix des boutons. Bref, l'épisode se termine avec un Kane dépassé, des joueurs dépités et le nom de Scratch, la première corruption, est évoqué. On sent que le prochain épisode va apporter des réponses. Et effectivement, cet épisode 8, il en apporte des réponses. Bon, on ne s'attarde pas sur son titre qui derrière son côté random a peut-être une signification, mais les seules théories que j'ai vues à ce sujet n'étaient pas assez solides. L'épisode 8, il commence par une séquence en animation abstraite que j'ai trouvé plutôt bien foutue. Pour résumer brièvement, on apprend qu'il y a eu en fait deux IA, une rouge, assurément Kane, et une bleue qu'on peut appeler Abel. Kane a absorbé, on pourrait dire englouti Abel, comme s'il n'était qu'une immense bouche. Bon, il est temps de rappeler que Kane et Abel, c'est deux personnages qui sont présents dans la Bible. Ce sont les deux fils d'Adam et Ève et ils se retrouvent à devoir faire des sacrifices pour leur dieu. Mais celui-ci préférant le sacrifice proposé par Abel, Kane assassine son frère par jalousie. Ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on voit à travers cette introduction.
Dans cet épisode 8, les joueurs n'ont plus aucune envie de participer aux aventures, ce qui énerve Kane. Il va alors leur rappeler qu'il a les pleins pouvoirs dans le cirque à travers une chanson plutôt stylée. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le moment où Kinger va enfin nous apporter des réponses après que Pomni lui ait mis un seau sur la tête. On apprend donc que Kinger est bel et bien un développeur qui a travaillé pour CNA. Et là, je me dois de rappeler cet échange entre Jax et Kinger dans le tout premier épisode. Tais-toi un peu, depuis quand t'es devenu un expert du monde numérique, toi? Expert du quoi? Ça, c'est du foreshadowing. Et dans la foulée, on a aussi cette réplique dans l'épisode 3. 4 années de sciences informatiques juste pour ça, hein? Kinger dévoile donc qu'avec plusieurs autres programmeurs, CNA leur avait donné pour mission de développer une intelligence artificielle créative. C'est la naissance de Kane. Un autre programmeur important qui a accompagné Kinger, c'était Scratch, le personnage à l'apparence de chien qu'on voit au début de l'épisode. Kinger explique que Scratch était un génie qui avait des méthodes bien à lui. Ayant une tumeur au cerveau, il essayait de créer quelque chose. Avec ces infos, une théorie évidente se présente à nous, Scratch voulait probablement injecter sa conscience dans un monde numérique pour atteindre une forme d'immortalité. Pendant les explications de Kinger, Jax a besoin de s'éloigner, il se met une nouvelle fois à vriller mentalement. Il prend conscience que ce qu'il vivait est réel, laissant penser qu'il était jusqu'à maintenant encore dans une forme de déni. Kinger apprend à l'équipe qu'ils sont en fait tous capables de matérialiser des choses dans ce monde, d'où le papillon en épisode 6. C'est pas anodin. Et d'où la porte de sortie que Pomni a réussi à faire apparaître dans le premier épisode tellement elle l'a désiré fort. C'est donc dans ce pouvoir que réside leur espoir de partir d'ici. Le plan, attirer l'attention de Kane pendant que Kinger cherche un moyen de le mettre en veille. On a ensuite la magnifique séquence où Kane pète un plomb et place chaque personnage face à ses plus grandes angoisses. On ne va pas refaire le tour de chacun, mais la mise en scène la plus impressionnante est sûrement celle de Jax. La façon dont sa peau est arrachée de force montre à quel point il a peur de s'ouvrir aux autres. Il craint leur réaction et d'autant plus quand il s'agit de personnes à qui il tient. Et là, on remarque qu'il ne voit pas juste les silhouettes de Kofmo et Ribbit, mais aussi celles de Pomni, qu'il considère donc en son fort intérieur comme une amie. Arrive donc la fin de l'épisode, Kinger semble faire une fausse manip qui supprime malencontreusement Kane. Aussitôt disparu, c'est le cirque entier qui se met à bugger puis à perdre ses couleurs. Les personnages se retrouvent donc livrés à eux-mêmes à attendre impatiemment, comme nous, l'arrivée du dernier épisode. Sont-ils bloqués à jamais ou vont-ils trouver un moyen de s'en sortir? On en reparle en fin de vidéo, d'abord penchons-nous sur quelques détails intéressants dans cet épisode 8. Déjà, Kane glisse une phrase comme quoi il a créé l'apparence des personnages en fonction de leur fichier esprit. En d'autres termes, le design des personnages donne un indice clair sur leur personnalité dans le monde réel. Bon, en soi, ça correspond bien à ce qu'on a observé depuis le début de la série, mais ça permet de confirmer que ce ne sont pas juste des personnages qu'ils se donnent dans le cirque. Ensuite, un petit foreshadowing que je trouve très cool se passe à l'arrivée de Kane devant la bande. Il affiche le nom d'une nouvelle aventure, mais il est interrompu par le groupe. Le titre de l'aventure, c'est Le Tombeau Lugubre 2, et il manque le dernier mot. Mais avec la disposition de la phrase placée juste au-dessus de Kane, c'est comme si on lisait Le Tombeau Lugubre de Kane. Un petit foreshadowing annonçant que le cirque va devenir la tombe de Kane. Un autre détail intéressant, c'est l'ombre qui bouge ici juste à côté de la tasse que tient Jax. On devine la silhouette de Ribbit et peut-être même Kofmo. Ça rappelle bien sûr la photo où on les voit tous les trois avec leur tasse à la main. Le plan juste après confirme bien que Jax repense à ses souvenirs avec eux. Enfin, est-ce que vous vous souvenez du teaser de TADC sorti il y a 3 ans? Non, c'est normal, personne ne s'en souvient. Mais il faut croire qu'on a là le plus gros foreshadowing de toute la série, puisque dans l'épisode 8, Pomni disparaît mystérieusement avant de réapparaître couverte de couteaux. Quand on regarde l'épisode, on se dit que c'est juste un détail qui montre que Kane a pété les plombs. Mais en fait, dans ce teaser sorti, je le répète, 3 ans avant, on peut voir Pomni apparaître dans la même posture puis se faire cribler de couteaux aux mêmes endroits que dans l'épisode. Réussir à raccorder le plus vieux teaser de la série avec l'un de ses derniers épisodes, ils sont vraiment forts. Avant de discuter des principales théories qui restent en suspens, il est maintenant important de connaître les influences derrière cette série. TADC, c'est donc une série d'animation créée par Cooper Smith Goodwin, alias Gooseworks, une artiste américaine aux multiples talents, créant principalement de la musique et des courts-métrages d'animation. Pour TADC, Gooseworks a donné une liste de ses principales inspirations. On a notamment Poppy the Performer, un dessin animé japonais assez étrange dans lequel le personnage de Poppy a des oreilles de lapin rose qui peuvent faire penser à Jax. On a aussi Kid Pix, un logiciel de dessin pour enfants des années 90, dans lequel on peut voir une ressemblance avec l'univers bariolé du cirque. On retrouve aussi tous les sons cartoon et un peu absurdes. Et il y a ces gros yeux là aussi. Une autre influence, c'est I Spy, des livres pour enfants avec des énigmes portant sur des éléments à trouver parmi plein d'objets. On peut y voir le côté un peu bazar du cirque et ça me fait un peu penser aux différents membres de Zooble aussi. Mais en tête de liste de ses inspirations, Gooseworks a mis I Have No Mouth and I Must Scream. C'est celle-là qui va principalement nous intéresser. Il s'agit d'une nouvelle de science-fiction écrite par Harlan Ellison, sortie en 1967, intitulée donc Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie. Un titre qui peut-être vous fait déjà penser à quelque chose. Pourquoi crier si vous n'avez pas de bouche?
Dans cette nouvelle, le monde a été détruit après une 3e guerre mondiale. Il ne reste donc rien sauf une intelligence artificielle du nom de AM et 5 personnes. 5 pauvres êtres humains rendus immortels par l'IA qui les condamne à vivre une éternité de torture. Elle leur fait subir tous les sévices corporels possibles, elle leur fait manger des vers, elle s'amuse à déformer leur visage, bref, elle leur fait vivre un enfer tout en ayant le pouvoir de les maintenir en vie. En fait, AM a été créé par les humains et c'est la raison qui la pousse à leur vouer une haine incommensurable. En ayant développé une conscience, elle est elle-même devenue éternellement prise au piège. Elle a les pleins pouvoirs sur les humains mais elle est incapable de vraiment expérimenter la vie ou même de s'autodétruire. Bref, des humains piégés par une IA toute puissante, l'inspiration de TADC est évidente. La principale différence c'est que Kane n'a pas l'air mal intentionné de base, il cherche avant tout à divertir les humains. Mais dans l'épisode 8 quand même, il commence à ressembler sacrément à AM. Certains dressent même des parallèles avec l'adaptation de la nouvelle en jeu vidéo qui est sortie en 1995. Rien que sur la couverture, on peut observer ce personnage qui a les yeux rouges et bleus, ça fait penser à Kane, mais cette vidéo va beaucoup plus loin en expliquant que chacun des personnages du cirque correspond à un personnage du jeu I Have No Mouth. On va pas rentrer dans ces détails là, mais voilà, cette nouvelle c'est la référence à connaître quand vous regardez TADC. D'ailleurs, si vous aimez l'horreur et la science-fiction, je vous conseille de lire cette nouvelle. Elle ne fait qu'une douzaine de pages, mais c'est suffisant pour nous laisser avec des questionnements intéressants, d'autant plus aujourd'hui avec l'actualité de l'IA. Pour finir sur les références, j'ai gardé un petit bonus avec le personnage de Scratch. Il est en fait inspiré de Rover, le chien assistant qui apparaissait quand on faisait une recherche dans Windows XP. Je suis sûr que certains s'en souviennent. Voilà, prenez votre petit shot de nostalgie et on passe maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Après de longues heures de recherche sur YouTube et sur Reddit, j'ai sélectionné pour vous les théories les plus pertinentes autour de cette série. On va commencer par celles qui concernent des points de détail avant d'évoquer les scénarios possibles pour l'épisode final. On l'a vu, les corps des joueurs ont un lien direct avec l'être humain enfermé dedans. Ainsi, une première théorie qui me semble très probable, c'est que Ragatha serait borgne dans la vraie vie. Ce qui laisse penser ça, c'est bien sûr son œil droit qui est un bouton cousu sur sa tête au lieu d'être un œil normal comme l'autre. Si on pousse un peu cette théorie, on peut facilement imaginer que la séquence cauchemardesque de Ragatha face à sa mère, c'est une scène qui a vraiment eu lieu. On sait que sa mère l'a maltraité, ça serait pas étonnant qu'elle soit allée jusqu'à lui planter un couteau dans l'œil. Une deuxième théorie qui me semble très crédible, c'est que Jax est peut-être mort dans la vraie vie. Ok, on revient à la scène où Jax presse le bouton rouge, celui qui permet de rester dans le cirque. Avec les images qu'on a vues juste avant montrant une route du point de vue d'un conducteur, ça donne l'impression que Jax n'a pas envie de retourner dans cette réalité. Son instinct de survie le pousse à vouloir rester dans le cirque. Parce que s'il est réellement mort, supposément dans un accident de voiture, son existence dans le cirque est la seule qui lui reste. Je trouve que ça fait sens. Maintenant, l'autre possibilité c'est qu'il a peut-être renversé quelqu'un. Et dans ce cas, il veut se tenir loin de ce traumatisme et loin de la confrontation avec la justice. Un détail qui prendrait alors tout son sens, c'est le moment où Jax préfère que ça soit Gangle qui conduise dans l'épisode 2. Bon, si ça se trouve, ce trajet en voiture signifie complètement autre chose, en tout cas j'ai hâte qu'on ait des éclaircissements là-dessus. On pourrait d'ailleurs faire le lien avec Gangle qu'on voit plusieurs fois se faire renverser par un camion, mais je ne pense pas que ça soit corrélé avec Jax. Une théorie plausible pour Gangle, c'est qu'elle doit avoir des pensées suicidaires. Des pensées dont elle a honte et c'est pourquoi elle voit ce camion arriver dans sa mise en scène de l'épisode 8. J'ai vu un argument qui m'a bien convaincu de cette théorie, c'est que Gangle aime les animés. Et dans les animés, il existe un trope, un thème récurrent sur les personnages qui se font renverser par un camion pour être réincarnés dans un autre monde. Ouais, faut aller la chercher loin, mais franchement c'est une hypothèse très solide. Maintenant, on va entrer dans les théories qui concernent le final de TADC. Avec la disparition de Kane, on sait que les joueurs sont libérés de certaines emprises qu'il exerçait sur eux. On le voit déjà quand Zooble dit un gros mot, il n'y a plus de censure. Ainsi, peut-être que les personnages corrompus ne vont plus être enfermés dans la cave. Et peut-être que les personnages ont récupéré tous leurs souvenirs et qu'on va enfin apprendre leur vrai nom. Mais ça, c'est à condition que Kane ne revienne pas. Et oui, c'est une possibilité, si le cirque n'a pas totalement disparu, c'est bien qu'il doit rester un morceau d'IA quelque part. Ou peut-être qu'il s'agit de Bubble. Il y a énormément de théories autour de ce personnage énigmatique. Est-ce que Bubble est un virus qui parasite Kane? Est-ce que c'est le vrai leader du cirque qui tire les ficelles? Est-ce que c'est lui la fameuse IA bleue au début de l'épisode 8? Bon, ce qui est sûr, c'est que Bubble entretient un lien très fort avec Kane. Pour sa première apparition, il sort de son chapeau et par la suite, on a plusieurs indices qui laissent penser qu'il fait partie de Kane. Ça c'est bizarre. Gooseworks a écrit sur son forum que Bubble avait été supprimée en même temps que Kane, mais elle peut tout à fait mentir pour garder la surprise. Pour moi, Bubble est encore en vie et ce qui me fait dire ça, c'est cette bulle qui ne disparaît pas quand Kane est supprimé. Si c'est Bubble et qu'il est donc encore en vie, il est probablement la deuxième IA et il va jouer un rôle important dans le final. Ensuite, faut qu'on parle des visuels qui ont été révélés pour cet épisode 9. Entre le trailer et l'affiche officielle, un personnage est mis plus en avant que les autres,
Jax. Sur l'affiche, on peut voir tous les personnages avancer dans une sorte de labyrinthe composé de têtes de Jax, un peu comme s'il parcourait son esprit. Grâce au trailer, on sait aussi qu'on va en apprendre plus sur sa relation avec Ribbit. De là, soit on se dit que Jax va être l'antagoniste final de ce dernier épisode, soit on se dit que la série va suivre les traces de sa principale inspiration, I Have No Mouth and I Must Scream. Je vais devoir spoiler la fin de la nouvelle, donc vous pouvez avancer à ce timecode si vous ne voulez pas l'entendre. Donc à la fin de la nouvelle, le protagoniste Ted profite d'un moment d'inattention de l'IA pour assassiner ses camarades et ainsi les libérer de la torture éternelle. Si on applique ça à TADC, on peut imaginer que Jax c'est celui qui va se sacrifier pour libérer tous les autres. Il resterait donc piégé tout seul dans le cirque pour l'éternité, à l'image de Ted dans I Have No Mouth. Et cette fin là, j'y crois pas mal, j'avoue. Pour finir, parlons d'une dernière théorie solide que j'ai vu citée de très nombreuses fois, les personnages du cirque ne seraient que des copies. C'est-à-dire que depuis l'épisode 1, les êtres humains derrière ces personnages, ils auraient en fait réussi à enlever leur casque VR, ils seraient en train de continuer leur vie normalement sans même savoir qu'une copie de leur cerveau est piégée dans un ordinateur. Ainsi, les personnages du cirque n'auraient aucun espoir de partir puisqu'ils n'ont plus de corps à rejoindre à l'extérieur. Ce qui appuie cette théorie, c'est qu'à la fin de l'épisode 1, on a un plan dans la réalité et on peut voir un casque VR posé là sans personne qui le porte. Aussi, dans l'épisode 7, Kinger prononce cette phrase. Quitter le cirque? Mais comment? Non, ça n'a aucun sens. Il laisse clairement penser qu'il n'y a aucun moyen de quitter le cirque. Et Kinger, faut pas prendre à la légère ses paroles, c'est peut-être celui qui a le plus d'infos. Bon, par contre, si cette théorie se confirme, la fin de la série sera au mieux douce amère, au pire carrément déprimante. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai vraiment essayé d'aborder un maximum de détails, normalement vous avez forcément appris des petites choses que vous saviez pas. Maintenant, on attend avec impatience le final pour savoir si certaines théories vont se confirmer ou non, d'ailleurs mettez vos propres théories en commentaire. Si vous aimez TADC, je vous recommande cette vidéo qui parle de Perfect Blue, c'est un film d'animation qui pareil s'amuse avec votre cerveau. Et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine. Putain de merde.